Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 8 octobre 2024. Alors, le fait du jour, c'est le gruyère, Alerte déclenchée. le gruyère sur le marché chinois. On a notamment des annonces qui ont été faites. Alors, il y a quelques temps, quelques 2 semaines à peu près, avant que le marché chinois ferme, notamment pour des jours fériés, sur un plan de relance de la Chine. On attendait une réunion ces dernières heures qu'on ait plus de détails, notamment sur, outre la baisse des taux d'intérêt, mais pas seulement, et le rachat d'actions notamment, et l'émission d'obligations, plus de détails sur le plan de relance chinois. Et les investisseurs ont été globalement déçus parce que les dirigeants chinois n'ont pas vraiment donné plus de détails que ça. Donc ils sont restés plus ou moins dans le flou en espérant toujours une croissance plutôt intéressante et visée autour de 5% pour la Chine, mais sans véritablement donner une feuille de route. Et c'est ça que la bourse n'aime pas, que ce soit sur le marché macro ou sur les actions en particulier, c'est toujours la même chose, c'est la visibilité. La bourse, elle s'ajuste, elle fait ses calculs en fonction de ce qu'elle voit et des prévisions. Si vous n'avez plus de visibilité, si vous êtes dans l'inconnu, les investisseurs, ils débouclent leur position et ils quittent. C'est ce qu'on voit généralement lors de gros changements qu'on a connus dans le Covid notamment, avec une inconnue qui arrive, des confinements, tout le monde panique, on quitte les marchés. Et c'est ce qui se passe, alors à plus ou moins grande échelle, mais c'est toujours ce qui se passe quand il n'y a pas de visibilité. Et là, ça a été le cas. On a eu une grosse hausse parce qu'on était un peu euphorique. On voyait des plans de relance arriver. Alors, ça ne veut pas dire que la Chine ne va pas se relancer et qu'on va repartir de zéro, mais c'est juste un ajustement par rapport à ce qui était annoncé et une petite déception quant aux détails et au plan annoncé. Donc, ce qu'on peut voir là sur le marché, sur le CSI 300, notamment le marché chinois qui perd 13%, avec encore un gap baissier. On le voit sur plein d'actions chinoises notamment, mais aussi sur d'autres valeurs quand on a ces problèmes de visibilité, justement. On a cet ajustement des marchés. Petit point sur le Dow Jones Shanghai, c'est la même chose, hein. Alors là, il n'est pas à jour. On aura certainement une baisse prochainement. Et les marchés américains, plutôt corrects, hein, et le marché français, on va le voir juste après. Euh, c'est ce qu'on disait il y a 2 3 jours. Après l'euphorie qu'on a connue, il y aura un réajustement. Alors là, on l'a eu un peu fort parce que les décisions, notamment sur la réunion des dirigeants chinois, n'a pas été concluante. On l'aura eu certainement un peu plus faible, mais on l'aura eu quand même. Ce retour à la moyenne, finalement, parce qu'on a eu déjà une explosion tellement importante. On a gagné 55% en 9 séances. Donc forcément, on va rendre plus ou moins au prorata, hein, 30%, 50%, on va rendre dans ces eaux-là. Et puis construire après, voir si on capitalise là-dessus ou on va un petit peu en dessous. Mais l'impulsion qui a été donnée, je pense qu'on ne reviendra pas au point de départ. Allez, avant de faire le CAC 40, on va voir les informations comme d'habitude, hein, données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va regarder le CAC 40 qui perd moins 0,7, qui a comblé son gap depuis quelques jours et qui est toujours dans finalement quelque chose de plutôt intéressant, c'est-à-dire après ce double échec ici sur la moyenne à 200 autour des 7007, hein, c'est les 7007 qu'on visait depuis un moment, qui n'ont pas été franchement cassés, hein, on est resté juste une journée au-dessus. On est toujours dans cette phase de construction plutôt intéressante parce que on est au-dessus de la phase de congestion du mois de septembre. On est sur des supports intermédiaires et puis on est plutôt assez proche, hein, à 7521, à moins de 200 points de l'objectif qui permet probablement de relancer la machine. Ce sera l'objectif de la fin de l'année, probablement casser les 7007 et puis aller vers les 8000. On attend les derniers catalyseurs qui seront certainement les résultats d'entreprise qui vont arriver prochainement, notamment sur le troisième trimestre. Et donc, il faudra faire un peu la part des choses entre les différents secteurs aussi. Ça va être intéressant, hein, sur le CAC.
Et on va le regarder d'ailleurs, le CAC en détail, pour voir les grosses variations du jour. Alors, Renault, pour moi, c'est pas pertinent, hein, même si c'est la plus grosse progression du jour, plus de 9. On est toujours dans cette phase de dégradation sur Renault, hein, initiée depuis cet été, après le plus haut du mois de juin. On a consolidé, on dégrade, tout le secteur auto souffre. C'est plutôt à oublier pour le moment. Il faudra y revenir, je pense, un peu plus tard. Sur le luxe, on avait parlé du luxe, notamment ces derniers jours avec la Chine, qui avait un peu tout explosé à la hausse. Où est-ce qu'ils sont, nos amis du luxe? Ils sont plutôt dans le rouge. Kering -4, LVMH, c'est pareil. Il y a toujours un petit gap, alors presque plus. Euh, ça me semble toujours intéressant, hein, parce que la Chine devrait plus ou moins détailler ce qui va se passer. On devrait quand même avoir une reprise, hein, du marché chinois. Donc l'impulsion, elle a été donnée. On a eu un plus haut, on a le pullback. On va avoir certainement des niveaux intéressants pour jouer le luxe en moyen long terme. Le vrai signal de top départ, il n'est pas donné, parce que généralement, qu'est-ce qu'on attend? On attend la grosse explosion qu'on a eue, le pullback, la petite congestion et ensuite la relance. C'est ça qu'on peut attendre sur la plupart des actions. Et sur le luxe, donc là on va regarder sur LVMH, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, la grosse explosion, le signal qui nous permet de nous intéresser à la valeur, on l'a eu. Le pullback, on est dedans. Donc après, ce qu'il faut attendre, c'est quoi? C'est une congestion avec une perte de volatilité et ensuite sortir de cette congestion par le haut. Et là, ça s'achètera. Donc est-ce que ça va se faire sur des niveaux à 660, à 600 ou à 710? Je sais pas, mais c'est à peu près ce qu'il faut regarder sur pas mal d'actions, notamment. Et puis Pernod Ricard, on l'avait dit, hein, c'était trop haut. Forcément, c'était un rebond intéressant, mais qui allait pas durer. En plus, il y a eu des petites mesures de rétorsion de la Chine, hein, qui s'est fait un peu taxer ses véhicules. Alors elle a taxé aussi quelques spiritueux notamment, donc ça aide pas Pernod Ricard, ça aide pas Rémi Cointreau. On s'y attendait un peu, hein, mais ça, plus le plan de relance chinois qui tarde à venir. Euh, on- les investisseurs qui étaient là étaient probablement un peu trop optimistes et ont joué en anticipation. Alors des fois ça peut passer, hein, mais on avait quand même de grandes chances de revenir ici sur les 122 et puis de jouer ici cette ellipse en orange. C'est une ellipse que je vous ai mis depuis un moment. Depuis le début de l'année, on dit la rentrée, hein. Sur Pernod Ricard, il faudra commencer à s'intéresser à la valeur en septembre. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, on revient certainement dans quelque chose d'intéressant pour du long terme. Évidemment, il faut tenir les 122, parce que si en plus on a des mauvaises nouvelles, qu'on revient sur les 122, qu'on casse le support à la baisse, il faut pas rentrer sur Pernod Ricard. Par contre, si on revient, qu'on travaille gentiment, qu'on commence à rebondir, et puis qu'on vient casser cette oblique-là, hein, qui date quand même du début de l'année, printemps 2023, été 2023, l'année dernière. Donc si on arrive à casser cette zone-là, hein, qui se situe autour des 140, 130 environ, c'est cette oblique-là qui descend. Là, on aura un premier signal, mais on le voit, hein, il y a beaucoup de travail à faire. Euh, et puis, on va regarder quand même, oui, les matières premières pour voir que, alors, euh, là aussi, pour moi, c'est comme le luxe. Il y a eu l'impulsion, il y a eu le retour, parce qu'on était déjà un peu bas, hein, donc le retour du pétrole un peu haut, sur des niveaux plutôt médians finalement, hein, entre les 70 et les 90, on est revenu à 81. Probablement des prises de bénéfices un peu fortes, amplifiées par aussi la Chine qui détaille pas, donc on baisse, mais le rebond il est là. On était trop bas, il y a pas de signal, donc on est toujours dans un gros range, hein, allez, 60, 70 à 90, c'est toujours la même zone en gros. Donc on était un peu trop bas, on revient vers le haut, on va peut-être tester un peu plus haut, mais on est toujours dans un pétrole cher et des ajustements qui vont se faire plus ou moins forts, mais qui n'ont pas véritablement de signification, parce que c'est des sous-vagues, mais dans une vague qui a aucun impact au niveau du pétrole, hein, sur le Brent depuis un an et demi.
finalement, il se passe rien sur le pétrole, absolument rien. Donc on en est toujours là. Là, hein, ici, août 2023. Donc les pétrolières, forcément, elles s'ajustent un petit peu. Quand le pétrole monte fortement, elle monte un petit peu. Quand le pétrole descend fortement, elle baisse un petit peu aussi. Alors, plus ou moins avec des variations qui sont aussi pondérées par leur niveau à eux, hein, et leurs chiffres personnels. Mais oui, c'est un ajustement. C'est pour ça qu'on voit Total et certaines autres valeurs qui ont un peu plus de mal. Mais pour moi, c'est pas important parce que le signal, il est plutôt toujours favorable sur ces valeurs-là, à la fois pétrolières et puis énergie renouvelable, que Total est plutôt bien représenté sur ces niveaux-là. L'or, ben c'est un peu, mais c'est pareil, hein, c'est des petites prises de bénéfices, des plus hauts. Est-ce qu'on en a fini avec l'or? Probablement pas. À court terme, on aura peut-être, hein, des petites baisses, des petites prises de bénéfices, des achats de la part des États qui vont se calmer. Mais on n'a pas encore de signal qui nous indique que l'or va commencer à reperdre, qu'on va revenir sur les 2483 ou les 2430 et qu'on va enfoncer. Pour l'instant, on est toujours en cette tendance haussière. Donc à court terme, oui, il y aura peut-être des petites consos, mais rien de catastrophique. Et puis, peut-être que, à part l'or, jouer les mini-erreurs, ça peut être intéressant parce que on a un décalage forcément sur les chiffres des mini-erreurs, hein, par rapport au cours qu'on a actuellement. Les minières, elles vont donner leurs résultats trimestriels, donc des trimestres passés avec les ventes d'or. Et donc le prix de l'or qui, lui, est basé sur les trimestres précédents, qui continue à monter. Donc je pense que sur pas mal de minières or, ça vaut le coup encore d'être investi, peut-être plus que sur le spot, pour jouer les résultats des minières qui ont déjà pas mal investi sur leurs infrastructures et qui voient leur marge largement exploser grâce au prix de l'or qui a monté. Donc, des minières comme Newmont, comme Barrick Gold, comme IAM Gold, comme Harmony Gold, il y en a plein. Faites votre choix. Un petit point juste rapide, hein, sur le Bitcoin. Toujours dans le plan. On l'avait fait ici, hein, notamment autour du 9 septembre. J'avais fait le petit dessin. C'est quasiment ce qui se passe, c'est-à-dire un rebond pour aller chercher autour de la moyenne à 200, un retour sur la ligne médiane ici, qui est un support fixe autour des 60 000, qui est également à peu près la moitié du canal baissier, hein. Le canal baissier, c'est entre les deux obliques blanches. On voit que le Bitcoin est orienté dans ce canal baissier, et le but, c'est qu'ils viennent casser ce canal, plutôt à la hausse, hein, ça nous arrangerait, c'est-à-dire qu'ils reviennent ici et qu'ils cassent. Et c'est plutôt ce qu'il est en train de faire. On va zoomer, on le voit. Plus besoin d'alerte. Sur le Bitcoin. Donc c'est ça. Et puis le jour où on vient casser ce drapeau, à la hausse ou à la baisse, généralement ça va amplifier encore la force du rebond ou de la chute de la valeur. C'est-à-dire que si on casse cette zone-là, généralement, on lance un peu une séquence assez forte à la hausse. C'est pareil, hein, si on vient revenir ici sur le plus bas, le support, et qu'on casse, on va gagner en volatilité. Donc là, sur le Bitcoin, on est toujours dans le plan, dans ce canal. Moi, je suis toujours plutôt acheteur, et on attend, hein, la progression vers le haut. Il y a toujours beaucoup d'investissements, notamment, hein, sur les ETF. Donc ça demande aux gros fonds, hein, qui gèrent ces ETF spot d'avoir la propriété de Bitcoin en physique. Donc il y a forcément moins de ventes, hein, mécaniquement, et c'est quelque chose qui va se raréfier a priori, hein. Le Bitcoin est largement orienté à la hausse. On parle de 100 000 dollars peut-être début 2025, on verra, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe noir, hein, sur le Bitcoin, donc toujours plutôt favorable. Et puis on va regarder quelques valeurs, hein, que je trouve intéressantes. Alors, déjà bien parlé. On va pas faire 50 minutes non plus, mais on va faire un peu rapidement, notamment. Alors, on va commencer par une valeur que vous aimez bien, si je la trouve.
c'est Nvidia. On en avait parlé hier. Nvidia, c'est un des leaders. Elle est rentrée dans le Gothal, notamment l'année dernière, en explosant tout, hein. On le voit là. C'est hallucinant ce qu'elle a fait. Elle cotait 10 euros. Alors, elle cotait pas 10 euros, elle cotait 100 euros, mais il y a eu un split. C'est l'équivalent des 10 euros actuels en octobre 2022. Elle vaut 10 fois plus que 10 fois plus à 132. Donc sur Nvidia, toujours leader hein, sur l'intelligence artificielle, sur les puces. Il y a Foxconn aussi qui a annoncé une nouvelle usine, une création d'usine, notamment pour les puces Nvidia. Et on avait parlé de cette congestion ici, qui est en train de casser vers le haut. Alors moi j'avais comme peut-être scénario principal celui-là, hein, la dernière phase de consolidation et puis enfin l'explosion avec le retour de la moyenne à 200. Elle a décidé de casser avant, on le voit, sur les plus hauts, hein, les plus hauts de plus en plus bas. Et puis on revient sur l'oblique et on casse. On a cassé notamment hier. Et on confirme aujourd'hui. C'est-à-dire que alors, on pourra toujours redescendre ces prochains jours, mais il n'y a pas eu cet effet un peu faux départ. D'autant que on confirme hein, en ouvrant au-dessus de la clôture de la veille. Il n'y a pas de gap parce qu'il y a une mèche. Mais on confirme quand même la bonne santé d'NVIDIA. Et le possible nouveau rallye haussier après la longue congestion qu'on a eue. Hein. Ça a duré quand même depuis ici. Bah, le split quasiment à 1 ou 2 jours près. Une fois qu'elle a annoncé son split, elle a commencé à consolider. On était le 20 juin, donc c'était le plus haut à 140. On a perdu jusqu'à 35%. Et puis là, on voit la baisse de la volatilité. Et ça faisait 3 mois et 17 jours. Et là, elle casse, donc hier, et elle confirme aujourd'hui. Donc pour moi, c'est intéressant, notamment sur toutes les techs, sur l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs. Alors certains, oui. Il y a aussi ASML hein, qui est pas mal. Alors ASML Holding, qui n'est pas encore sorti de sa phase, mais qui pourrait. On n'en est pas loin. On va pas la regarder parce qu'elle n'a pas cassé. Mais il y a pas mal de ces entreprises qui pourraient suivre. Hein. Et Nvidia, c'est un peu le témoin, hein, c'est un peu le canari qui va faire remonter les autres. Donc là, on a un signal plutôt super intéressant. Alors, c'est un peu haut. C'est pour ça que moi, alors je jouerais, hein, notamment j'en ai acheté Nvidia aujourd'hui, mais pas une grosse position. C'est plutôt pour commencer à tailler quelque chose. C'est-à-dire que si ça redescend, je serais pas trop impacté. Et je me réinvestirai. Hein. Si on revient sur les 100, je pense que je rachèterai Nvidia. Et puis si elle continue de monter, je rachèterai dans quelques jours ou dans quelques semaines. Donc c'est une première approche hein, sur Nvidia parce qu'on a quand même cette belle phase de conso et cette sortie vers le haut qu'elle est en train de valider depuis hier. Et donc tout un secteur aussi à surveiller. Et c'est pareil, AMD. AMD, ils sont en train de casser aussi vers le haut. Hein. On le voit ici depuis le 26 septembre. On avait les plus hauts du 8 mars avec le deuxième point d'impact hein, autour du 10-11 juillet. Et puis là, la cassure, on casse, on revient vers l'oblique et on relance. Donc on a la confirmation hein, que probablement, et puis en plus c'est autour de la moyenne à 200, c'est parfait ce qu'elle fait ici. Donc sur AMD c'est pareil, c'est un peu un Nvidia bis, un petit cran en dessous au niveau des performances, mais il y a beaucoup de clients hein, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des puces Nvidia, mais qui vont aller sur du AMD, et qui est largement suffisant hein, pour ce qu'ils ont à faire. Donc là aussi, AMD, elle a parfaitement sa place dans le secteur et elle n'est pas forcément en concurrence directe. Alors un petit peu, mais pas en concurrence directe avec Nvidia. Donc il y a de la place pour tout le monde et AMD, elle me semble quand même super favorable. Il y a IBM aussi, hein, notamment qui surperforme depuis un moment. Toujours intéressant. Alibaba, on avait parlé, hein, les valeurs chinoises. Grosse explosion. Derrière, il y a la conso. Donc si on est en court terme, qu'on est un peu exposé au niveau du portefeuille, c'est le moment de vendre, de prendre ses bénéfices et éventuellement d'y revenir après ou de se réinvestir sur autre chose. Si on est en long terme, on peut rester. Moi, j'étais déjà bien investi ailleurs, donc j'ai décidé de quitter.
Ça veut pas dire que je vais pas y revenir, mais oui, on a un début de baisse ici, une petite incertitude avec la Chine, c'est pareil avec BYD. Mais oui, ça reste, je pense, haussier. Mais à court terme, on risque d'avoir une grosse conso. Donc, faut bien prendre ses bénéfices à un moment ou à un autre. Les techs qu'il faut surveiller, mais on n'a pas de marqueur, on n'a pas de gros volumes, de grosses tendances. On est plutôt bien sur pas mal de techs, mais on va pas les faire aujourd'hui. Mais c'est un secteur qui est toujours intéressant, mais qui n'est pas marquant au niveau technique et même au niveau des annonces hein, dernièrement. Donc on va plutôt éviter d'en parler. Euh, et le cuivre forcément qui baisse parce que la Chine hein, a déçu, mais c'est pareil, hein, l'impulsion est donnée. On a un petit retour vers le bas, mais je pense que ça va repartir prochainement. Emeis, oui, pour répondre à une question, moi je suis toujours dessus sur Emeis, mais j'ai une très petite ligne, donc pas trop impacté, hein, même si ouais, forcément c'est assez moche, c'est même très moche. Moi je suis en long terme, hein. Quand je suis rentré dessus, je visais le très long terme et la restructuration de l'entreprise, donc on verra. Mais c'est vrai que graphiquement c'est très moche et c'est mauvais. Clariane est bien meilleur. Esso, c'est ce qu'on disait sur le pétrole, hein, il y a une petite prise de bénéfice. Attention à l'OPA hein, sur SO. S'il y a une OPA sur SO, le titre va bondir. Peut-être vers les 200, on ne sait pas. C'est quelque chose à jouer. Donc, toujours intéressant. FDJ, entrer sur la Française des Jeux. Hein, c'est massacré. Alors, on en a parlé longuement hein, de la Française des Jeux. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à revisionner la vidéo de la semaine dernière, notamment, où je parle de la Française des Jeux. Pour moi, c'est un excès du marché qu'il faut acheter. Éventuellement plusieurs fois, mais déjà oui, rentrer sur la FDJ maintenant et puis confirmer après. L'OPA sur Kindred c'est bien conclu hein, et terminé. Donc la FDJ c'est un mastodonte qui continue à performer. Et les taxes hein, dont le gouvernement parlait de surtaxer un peu une partie des bénéfices de la Française des Jeux. Déjà, c'est trop pour tuer la croissance de la valeur. En plus, il y aura certainement encore des tractations pour les ajuster. Et il y a, alors oui, il y a la possible amende hein, la soulte de la Commission européenne sur la position de monopole. On n'a toujours pas de nouvelles, mais pour le moment, hein, la FDJ bénéficie quand même d'une décote importante en quelques jours qu'il faut acheter. Pour moi, c'est une belle opportunité. Alors NFL Bioscience, un peu déçu parce qu'on a eu des nouvelles positives sur notamment le sevrage tabagique hein, et à la durée de 4 semaines qui valide un peu l'efficacité. Donc on aura probablement une mise sur les marchés hein, de la part de la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc c'est elle qui délivre les autorisations de mise sur les marchés pour les produits. Euh, on a vendu une grosse partie de la nouvelle on a ouvert euh, on a ouvert à plus 18, on est monté à plus 37% et finalement on clôture à plus 15. Donc on voit que on a quand même un gros gap hein, qui est toujours là, mais on a vendu tout. Moi j'en attends plus quand même de NFL Biosciences, d'autant que ça devrait leur apporter pas mal. Beaucoup de volume, hein, on le voit. Est-ce que ça vaut le coup de vendre sur ces niveaux-là bah, avec des résultats aussi positifs, on serait monté encore plus haut vers les 3, peut-être. Mais là, il me semble y avoir quand même une marge de progression plus importante finalement. Alors, est-ce qu'on n'a pas loupé quand même proche des 2,8 l'occasion de vente peut-être, mais moi je reste et je vise toujours plus haut, hein, les 3 ou les 3,40 notamment. Il y a eu une première impulsion aujourd'hui, on verra la suite hein, ces prochains jours. Mais il y a pas de raison
que le titre ne continue pas et n'aille pas vers ces niveaux-là, parce que tout est au vert. Et alors on aurait eu des résultats négatifs, forcément, hein, le titre aurait chuté énormément, mais là pour moi c'est pas assez. Et je pense que le marché a pas encore valorisé l'annonce de NFL Bioscience, ou en tout cas pas assez, et que ceux qui sont partis sont peut-être partis en anticipation un peu trop tôt à mon sens. Donc on verra les jours prochains. Je suis pas devin, je sais pas ce que ça va faire, mais moi je vise toujours, hein, une zone au-dessus des 3 pour vendre NFL Bioscience. Palantir qui continue. Palantir, hein, dans le traitement de données, notamment. Avec l'intelligence artificielle, c'est une boîte qui va avoir du travail encore pour pas mal d'années. On avait parlé notamment, hein, avec l'ouverture ici, avec les membres. Le jour du gap, moi je suis rentré dès l'ouverture, hein, le 9 septembre. Et depuis, qu'est-ce qu'a fait? Plus 24%, ça continue. On monte les stops. Alors on peut mettre un stop, éventuellement un stop court sur les 38, un stop médian, hein, sur les 35,7, si on veut assurer déjà une partie, hein, autour des 35,7, non. Autour des... Si, c'est ça, 35,7. Donc à vous de voir si vous êtes plus ou moins confiant sur la valeur, mais ça continue de monter pour le moment, Palantir, donc très bonne pioche. Il n'y a pas de raison d'avoir des mauvaises nouvelles. Donc à long terme aussi, il faut plutôt rester. Maintenant, à court terme, on aura peut-être des prises de bénéfices. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir quand éventuellement alléger ou quitter carrément, hein, si on veut se réinvestir ailleurs. Mais là, on est toujours positif sur Palantir. Un autre secteur que j'aime beaucoup, c'est la cybersécurité. Et je suis rentré aussi aujourd'hui sur Palo Alto. Pourquoi? On va regarder notamment secteur cyber. Alors, j'ai pas mis tout, hein, comme d'habitude, c'est pas exhaustif, mais quelques valeurs. CrowdStrike qu'on avait joué, hein, j'avais joué le rebond qui était extrêmement juteux assez rapidement. Depuis, forcément, elle a un peu de mal, hein, et elle n'arrive pas toujours à passer cette zone-là. Donc, attention sur CrowdStrike, et pourrait, hein, parce que on voit cette belle phase de plus bas, de plus en plus haut, mais on a toujours cette résistance. Donc, avec le petit incident sur Microsoft qu'on a eu, moi j'ai joué juste le rebond court terme. Pour le long terme, on verra. Exclusive Network, il y a une possible OPA en cours. Donc c'est pour ça, hein, que le cours a monté et qu'il est en train de se stabiliser au niveau du prix de l'OPA. Donc c'est pas intéressant pour moi de jouer ça, sauf si on veut le garder et puis qu'on veut vendre, hein. Alors je sais plus à quel est l'OPA, doit être autour des 24 environ. Mais une fois que c'est passé, une fois que l'annonce est passée, il n'y a plus grand chose à jouer, hein, à part grignoter des petits pourcentages comme ça. Il faut oublier Fortinet. Fortinet, c'est pas mal. On a cassé notamment les 74, hein, donc toujours en positif. On arrive peut-être en retard. Sentinel One, c'est pas mal aussi. On a toujours ce gap baissier qui n'a pas été comblé. Alors on y va peut-être, hein. On le voit aussi, les plus hauts de plus en plus, les plus bas de plus en plus haut. On est sur une bonne dynamique, mais ça manque un peu de peps, hein, au niveau des volumes. Et puis en France, notamment Verimatrix a du mal, hein. Verimatrix, ils n'y arrivent pas. Ils ont le support à 0,34, mais il y a rien derrière. Donc malheureusement, hein, ça fait longtemps qu'on est parti de Verimatrix, et Walix s'en sort un peu mieux avec quelques pics de volume. Mais là aussi, on a du mal à partir. Alors, on va voir Palo Alto. Palo Alto. Palo Alto, ils ont quand même une belle figure, hein, très, très forte ici, avec des rachats à chaque fois sur les consos sur la moyenne à 200. On a tapé les plus hauts. Et puis là, on avait cette petite conso, hein, assez courte finalement, entre le 20 août et le 7 octobre. Et là, on est en train de partir assez fort, hein. On a un beau chandelier à plus 5%. Et le secteur cybersécurité va forcément avoir beaucoup à faire, hein, parce que la technologie est de plus en plus présente partout, parce que les services de gestion de données, de traitement de données, ont besoin aussi d'un secteur cybersécurité à la pointe. Et on n'a pas des millions, hein, qui sont capables
de traiter autant de données et d'avoir un niveau de sécurité important. Donc, on a mis les quelques-uns ici, les principaux. Et je pense que Palo Alto, hein, fait partie des favoris. On a le plus haut à 380, mais on est toujours dans cette dynamique haussière. Et après, finalement, la conso qui arrive, je pense, à la fin, bah, ça mériterait de continuer la tendance toujours très forte, hein, sur le secteur cyber. Et aussi les 359, on avait fait un petit gap baissier, hein, on l'avait vu, notamment au mois de février de cette année. On l'a comblé durant le mois d'août. Donc on est venu combler le gap baissier, on finit la conso et là on est en train de repartir. Donc pour moi c'est plutôt intéressant aussi de se replacer sur Palo Alto. Aujourd'hui, on a également la porte d'entrée court terme qui est validée par la MACD, on le voit avec la consolidation, hein, sur la MACD, et on revoit aujourd'hui l'inversion de tendance avec les histo verts. Donc plutôt un bon moment. Et au niveau du RSI, bon, c'est assez neutre. Mais oui, la MACD nous confirme un peu une porte d'entrée peut-être favorable pour ces prochains jours et avoir un titre qui monte, qui nous permet de sécuriser, hein, si on a un retournement qui arrive les semaines suivantes, bah, on sera déjà en plus-value sur le titre. Et Thales, alors Thales, on va en parler, je pense, ces prochains jours parce qu'ils vont certainement aller vers le haut ces prochains jours. Thales, au niveau de la défense, on fera peut-être une analyse un peu plus poussée sur les fondamentaux, mais graphiquement, là aussi, on est solide. On avait parlé notamment, hein, de ces deux mèches. Ça date un peu. De ces deux mèches basses ici. Notamment du 17 septembre et du 30 septembre, hein, qui ont été rachetés. Le retour, hein, sur le travail, finalement, on suit la moyenne à 200. Pour moi, Thales, ça devrait confirmer. Donc, on n'attend plus qu'un gros signal, éventuellement, pour se placer, hein, si on veut jouer le secteur défense. Mais quasiment tout est au vert aussi. Donc, c'est plus qu'une question de jour, je pense, pour voir Thales performer. Et on va regarder quelques valeurs abonnées, notamment ACM Research. Bon, ils ont la Chine, forcément. Ce qui avait provoqué l'euphorie, on revient un peu sur des niveaux un peu plus normaux. Mais c'est bien, parce qu'on vient consolider, on vient digérer. Donc, il faut tenir les 20, il faut travailler autour des 20. Faut qu'il se passe ça, et puis après, on repartira, hein, c'est ça. Donc, un petit peu en dessous, c'est pas catastrophique. Donc, plutôt positif, hein, s'il y a un rebond qui s'amorce ces prochains jours. À Firen, rien de nouveau, hein, toujours plutôt positif. Et il faut casser surtout les 3,45, hein, pour s'ouvrir un peu une période moyen terme favorable. Alstom, bah, qui n'arrive pas toujours à combler le gap, hein. Le gap, il est à 20,24. On l'a frôlé hier, là, on est un petit peu plus bas. C'est la zone, je pense, à aller chercher avant de s'intéresser à Alstom. Appian Materials. Une grosse résistance à 213. Donc, pour moi, c'est non. Non, non, non. Donc, il faudra casser les 213 et là, ce sera oui. Celsius Holding. Ah oui, on en avait parlé quand elle était sur le support à 36. Malheureusement, elle l'a pas tenu, le support. Et quand on casse un support, bah, on va chercher le support suivant. Et moi, le support suivant, je le vois sur les 26. Donc, forcément, hein, sur Celsius Holding, on est très, très défavorable. On est déjà sur les 28, donc on est plus loin. Mais la tendance, elle est en train de se dégrader fortement. Donc, plutôt à éviter. Après, on peut jouer les rebonds court terme, hein, sur des actions dégradées. Mais il faut pas trop en espérer grand-chose. Exosense, elle est en train de confirmer, hein, sa sortie vers le haut. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de volume. Ça peut repartir demain, dans l'autre sens. Et puis, on a quand même une valeur assez, enfin, extrêmement même faible. 56 000, hein, 56 000 transactions à 21 euros. Donc, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup en termes absolus.
C'est ça qui manque. Moi, j'attendrai des volumes vraiment à la hausse pour rentrer. Éventuellement, oui, on a un petit signal, mais pas assez fort. Hafner Energy, bah, je les attends toujours plus bas, hein. Je pense que la console n'est pas terminée. On voit au niveau de la MACD, on est toujours un peu haut. Il faut revenir là sur les 0,89 et là j'achèterai. Iris Energy, c'est pas mal. Iris Energy, c'est intéressant. On a eu cette belle conso sur moyenne à 200, le rebond technique, et puis finalement on perd rien, on est un peu en période d'accumulation. Alors on peut toujours casser vers le bas, mais ce qu'on attend c'est un beau signal éventuellement avec un gros chandelier, avec des volumes, avec une cassure. La congestion on l'a pas tellement encore aujourd'hui, éventuellement là, mais on n'est pas loin. Médiane technologie, rien de nouveau. La conso est peut-être arrive peut-être à son terme, et puis c'est intéressant parce on a bien tenu hein, la moyenne à 200, notamment ici sur les 3,6 ou les 3,8 même, les 3,87 hein, qui sont tenus. Mais je pense qu'il faut être patient et attendre la cassure des 4,6. Mais c'est plutôt favorable aussi. Mais là aussi, hein, faut jouer cette zone-là et attendre la cassure dans un sens ou dans l'autre. Parex, on l'avait déjà fait. Ouais, c'est du long terme, hein, Parex. Seb bah, qui s'ajuste avec la Chine. Ça peut être intéressant quand même, hein, parce que la Chine a de grandes chances de repartir. Il y a des incertitudes, mais ça pas trop fait refluer le prix quand même de Seb, hein. Je pense que le vrai signal départ, on l'aura sur un débordement des 105, 106. On peut éventuellement mettre une première taille de position et puis confirmer après. À voir. Siemens Energy continue, hein, c'est toujours haussier tant qu'on n'a pas de signal baissier. Siemens, ça reste haussier. STM, je n'aime pas. Alors, baisse de volatilité sur STM. Elle prépare peut-être quelque chose. De bien ou de pas bien, on verra. Mais oui, ça, c'est à surveiller quand même sur STM. SMC, Super Microcomputer, c'est pas terrible, hein. Casse sur la moyenne à 200, gap baissier, on continue de baisser, on va sur les supports. Alors, il y a un premier rebond sur les 35. Il faut absolument tenir. Mais c'est pas rassurant quand même, hein. On est monté, je pense, un peu trop vite sur SMC. Et puis la consolidation qui s'est fait logiquement, hein, parce on prend 253%, on consolide sur les 93, donc à peu près à la louche, hein, à peu près à la moitié, hein, un peu plus. Et finalement, ça n'a pas tenu. Ces niveaux-là qui sont inquiétants, parce que derrière, on dégrade. On revient sur les 35, donc finalement, on a tout perdu, hein, quasiment. Donc quand on explose comme ça et qu'on n'est pas capable de garder au moins une petite partie de ce qu'on a gagné, c'est pas terrible. Donc moi, je la vois plutôt négative quand même, cette valeur. Ubisoft, forcément, hein, il y a toujours un côté spéculatif à jouer. La baisse est pas énorme. Et on a éventuellement à peu près cette zone-là. Les 12,48, je mettrais environ. À voir si on a peut-être un retour ici sur les 12,48 et un début de reprise. Ça peut s'acheter. Il faut attendre encore, hein, mais c'est spéculatif. Et puis Vision Group. Moi, je suis toujours positif, hein, sur Vision Group. Qui mérite d'être valorisé, je pense, beaucoup plus haut. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, les actions qui vous intéressent, votre avis sur la bourse ou les marchés en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus.